Bienvenue sur 3A Télé Sud pour notre émission Vérité et Mensonge. Alors, comme vous le savez, Vérité et Mensonge est une émission de découverte, de culture, d'histoire et qui nous permet aussi de remettre un certain nombre de points sur les i de l'histoire africaine, malheureusement dépréciés en raison de l'histoire coloniale. Alors aujourd'hui, je voulais vous inviter avec moi à découvrir l'histoire médiévale africaine. Oui, l'histoire des châteaux forts, l'histoire des chevaliers, parce que c'est une histoire qui est méconnue. Et je vais vous dire pourquoi je vous invite à faire ce détour historique avec moi, parce que tout simplement, il y a quelques années de cela, il y a 2-3 ans, des jeunes ont voulu s'inscrire à une fête sur l'histoire de la chevalerie. Et c'est vrai que les organisateurs de cette fête leur ont demandé de résilier leur inscription, tout simplement en disant qu'en tant que Noirs, en tant qu'Africains, nous n'avions jamais eu ni de château fort, ni de chevalier, et que nous prenions la place d'une association qui souhaitait présenter la chevalerie anglaise. Voyez, donc c'est une thématique importante parce que véritablement on se rend pas compte de la réalité de l'histoire africaine. Alors pour cela, nous allons véritablement retracer un peu cette histoire des châteaux forts et cette histoire médiévale de l'humanité. Alors il faut savoir que pour l'Europe, qu'on associe généralement à l'histoire médiévale, donc des châteaux forts et des chevaliers, parce que c'est vrai qu'il y a eu une grande communication, et puis il y a l'enseignement aussi qui met l'accent sur cette partie donc du Moyen-Âge. Bon, il faut savoir en tout cas que du 9e au 10e siècle, les seigneurs européens ont commencé par élever des mottes de terre sur lesquelles on a bâti donc des tours en bois qui ont progressivement évolué vers des forteresses. Et ces mottes de terre ont été suffisamment élevées, donc c'est pour ça que des fois on les retrouve aussi, on retrouve ces constructions directement sur des collines ou sur des montagnes. Le but du jeu était d'être suffisamment surélevé de manière à pouvoir donc mieux se défendre véritablement donc son territoire. Et problème, oui, avec le bois, c'est que le bois est périssable. Et oui, avec les intempéries, ben le bois se détériore. Deuxième problème, le bois est vulnérable au feu, donc les ennemis ont vite compris que en brûlant ces fortifications, ben on avait vite fait de les détruire. Et puis il y a aussi l'amélioration des catapultes, parce que l'amélioration des techniques de catapultes détruisait considérablement les positions en bois. Donc il a fallu vite abandonner le système de défense en bois pour recourir finalement à la pierre taillée. Et voilà pourquoi à partir du XIe siècle, donc XIe siècle, XIIe siècle, XIIIe siècle, on retrouve donc véritablement des premières constructions de tours en pierre taillée. Ces tours vont aussi évoluer en forteresse et on va avoir le phénomène des châteaux forts, donc les magnifiques châteaux forts qu'on a aussi bien en France, en Angleterre, un peu partout d'ailleurs en Europe. Mais il faut savoir que si les châteaux forts en Europe sont arrivés à un tel degré de perfectionnement, c'est parce que tout simplement les seigneurs ont été à l'époque des croisés en Orient. Il y avait la conquête arabe à Jérusalem et c'est véritablement en Orient qu'ils ont vu des châteaux forts perfectionnés. Et ce sont ces améliorations qu'ils ont ramenées en Europe et qui nous permettent d'apprécier les châteaux forts qu'on a aujourd'hui. Voyez, mais c'est important de retracer cette histoire. Alors voilà pourquoi moi, je vous invite aujourd'hui à ouvrir cette page africaine. Nous allons ouvrir ensemble cette page africaine parce que c'est important. Vous savez, on retrouve en Afrique, depuis pratiquement 9000 avant l'ère chrétienne, des constructions. Je pense naturellement à la ville de Napta qui se trouve près d'Abou Simbel, avec des premiers temples, des premières constructions urbaines. Bon, mais avec véritablement l'arrivée de Narmer, donc ce fameux pharaon soudanais, qui va unifier les clans de la vallée et fonder la civilisation égypto-nubienne en 3200 avant notre ère. Narmer remonte donc partant du sud de la ville de Nekem, donc la Hiérakonpolis grecque. Il arrive dans le nord, donc proche du delta, fonde la capitale Mennefer, la capitale de Memphis, mais Memphis a un autre nom. Memphis, c'est Ineb Edge, c'est-à-dire la muraille blanche. Et oui, parce que Narmer va faire entourer cette ville d'une immense forteresse, une immense fortification pour protéger ses habitants donc des agressions étrangères. Et à partir de là, avec l'urbanisation de la vallée, les villes vont se développer avec des remparts qui pouvaient atteindre pratiquement 20 mètres de haut. Je pense à Médine-Abou, je pense à Karnak, toutes ces grandes agglomérations, Héliopolis, de son vrai nom Younou, ces grandes agglomérations qui étaient complètement protégées par des remparts, mais vraiment en pierre taillée, des remparts immenses de près de 20 mètres de haut. Et, chose importante, c'est que va arriver la problématique de la défense du territoire africain aussi, des agressions venant des peuples orientaux, venant de la Nubie. Et c'est pour ça que l'Afrique
va se lancer très tôt dans la construction de forteresses, donc pour protéger ses frontières. Alors ces frontières, quelles sont-elles? C'est les frontières avec le Sinaï, c'est les frontières avec la Nubie et aussi avec la Libye, donc à l'ouest. Et naturellement, arrive donc cette fameuse problématique qui va nous intéresser, qui concerne l'apparition pour la première fois dans l'histoire de l'humanité des tout premiers châteaux forts. Mais quand je vous dis châteaux forts, ce sont des châteaux forts qui n'ont rien à envier aux châteaux forts européens qui vont arriver 3000 ans après. Et je pense à une région en particulier. C'est la région de Bouenne, parce que cette région qui se trouve en pleine Nubie, c'est véritablement là qu'on retrouve l'essence même du château fort européen. Pourquoi? Parce que avec donc les invasions nubiennes qui devenaient de plus en plus massives, de plus en plus importantes, donc les Égyptiens, donc les Kamites, vont chercher à se défendre aussi, à défendre leur position, et vont construire une immense forteresse. Mais une forteresse qui est incroyable pour l'époque. Avec donc les douves. Alors qu'est-ce que c'est que les douves? Les douves, vous savez, c'est l'espèce de grand fossé de près de 10 à 20 mètres de profondeur dans lesquels on mettait de l'eau tout autour, donc pour décourager l'ennemi de s'approcher du mur. Mais aussi avec les meurtrières qui font ces fameuses entrées, donc dans ces fameuses fentes verticales dans le mur qui permettaient de décocher des flèches. Et ça, c'est important quand même de le signifier. Il y avait les merlons aussi qui permettaient de s'abriter, donc des flèches qui étaient lancées, et toute une série donc de systèmes de défense. Le pont-levis, vous voyez l'apparition des ponts-levis, c'est déjà à cette époque. Donc véritablement, Bouenne, c'est l'émergence du château fort. Et face aux ennemis orientaux, je pense notamment aux Syriens, donc qui vont chercher à attaquer l'Égypte, donc qui vont se retrouver confrontés à ces fortifications. On pense aussi aux Hyksos qui ont envahi l'Égypte aussi durant une période. Ces peuples vont voir pour la première fois ces fortifications à ce moment-là. Donc ils vont tâcher de reprendre les grands principes de la forteresse et ils vont construire aussi des forteresses, donc en imitant le style africain pharaonique dans leur région d'origine. Et ce sont justement ces imitations, ces copies qui ont été aussi améliorées, parce qu'il ne faut pas nier le génie de chaque peuple, c'est important, que les Européens vont voir et qui vont ramener par la suite en Europe. Donc vous voyez, donc c'est ça cette première problématique. Donc ce qui veut dire que quoi? Tout simplement, si vous cherchez à travers une analyse historique, les premiers châteaux forts de l'histoire de l'humanité, vous êtes obligé de revenir en Afrique et d'aller particulièrement dans cette région de la Nubie où vous allez retrouver le château fort de Bouenne. Alors après, c'est l'histoire de l'Afrique impériale. Pourquoi c'est important quand même de le signifier? Premièrement parce que nous avons aussi des châteaux forts, il ne faut pas le nier. Un certain nombre de châteaux forts, notamment celui de Zimbabwe, du Monomotopa, qui est un immense château fort qu'on a eu l'occasion déjà de présenter dans le cadre de Vérité et Mensonge. Autre chose, c'est la chevalerie. Mais quand je vous dis la chevalerie, c'est une chevalerie africaine, mais qui n'a rien à envier à la chevalerie européenne. Et nous allons voir ça dans les détails. Alors il faut savoir que les empires, d'une façon générale, étaient défendus par deux escadrons. Vous avez un escadron lourd qui défend vraiment la famille royale, le palais royal. Alors cet escadron lourd est à cheval. Eh oui, à cheval, avec une armure, avec le gilet à côte de maille, avec la lance, avec l'épée, et avec même le casque, des fois donc avec la plume d'oie sur le casque. Et vous avez un escadron léger, donc l'escadron léger, là ce sont les fantassins qui sont à pied, et qui ont les boucliers, les lances courtes, voire les lances longues, et qui constituent l'armée au sol. Voyez? Donc ça c'est important de le signifier. Alors moi, j'ai voulu quand même vous permettre d'apprécier des descriptions déjà de ces immenses châteaux forts de l'Afrique impériale, donc l'Afrique des grands empires, que nous ont légué un certain nombre d'explorateurs. Donc je pense notamment à Olfa Dapper, donc qui est lui hollandais, et qui nous a décrit quand même le centre urbain, donc le palais royal, la forteresse du Monomotopa. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Dapper? Dapper nous dit ceci, écoutez, quand même c'est quand même relativement important. On y entre dans le royaume par 4 grands portaux où les gardes de l'empereur font tour à tour la sentinelle. Les dehors sont fortifiés, vous voyez, Dapper, les dehors sont fortifiés, de tours, et le dedans divisé en plusieurs chambres spacieuses, garnies de tapisseries de coton, où la vivacité des couleurs dispute le prix à l'éclat de l'or, si l'on en croit quelques géographes. Et il y a un Français, il faut quand même le dire, il y a un Français
donc qui est Nicolas Sanson d'Abbeville, qui a aussi visité le palais et qui nous dit « Le palais est grand, magnifique, flanqué de tours au dehors », donc vous voyez, donc confirmation de l'appréciation de Dapper, avec 4 principales portes, le dedans enrichi de tapisserie, de coton, rehaussé d'or, de meubles riches et superbes. C'est vrai qu'il y avait eu aussi des descriptions faites par des Arabes à l'époque, puisqu'il faut savoir que les premiers à être arrivés sur le lieu, ce sont les Arabes qui venaient de la région de Sofala. Mais je voulais continuer quand même cette description de Dapper parce qu'elle est importante. Il termine en disant « Des chairs dorées peintes et émaillées et des chandeliers d'ivoire suspendus à des chaînes d'argent sont une beauté de ces appartements somptueux. Sa vaisselle est de porcelaine, entouré de rameaux d'or. » Donc, ce qui montre bien qu'à l'époque, les grands empires africains entretenaient aussi des relations avec des peuples lointains, en l'occurrence là, par exemple, la Chine. Alors, il y a une autre description qui nous est donnée par un ouvrage donc historique, Terre et peuples d'Afrique, donc de Gallimard, qui nous dit ceci, c'est important. Jusqu'au 19e siècle, la grosse cavalerie des Fulbés, ou Peuls, étaient équipés de cuirasses ou de gilets à côte de maille, voyez, sous des manteaux matelassés. Par la suite, les manteaux, comme les cuirasses métalliques, ne furent plus réservés qu'aux cérémonies. Dans la grosse cavalerie, la cuirasse, mais il faut savoir que la cuirasse, c'est exactement la même cuirasse que la cuirasse des Romains, c'est-à-dire la cuirasse des soldats romains que nous connaissons de par l'empire qu'ils ont fondé en Italie. Donc remplaçait la côte de maille contre les flèches, et oui, parce que les soldats africains cherchaient à se protéger des flèches, d'où l'utilisation des gilets à côte de maille et des cuirasses métalliques. Et les pointes, une protection sans doute meilleure, donc c'était vraiment la protection qui permettait donc de protéger notamment les Mossis du Burkina Faso. Le cavalier Fulbé, nous dit toujours le document, était quelque peu handicapé par la lourdeur de son armure, qui l'obligeait en cas de chute à demander de l'aide pour se remettre en selle. Mais ça, c'est typiquement la chevalerie européenne, vous voyez, c'est typiquement la chevalerie européenne, puisque les chevaliers européens avec leurs armures avaient le même problème pour se remettre en selle. Un lancier de la grosse cavalerie du Birgami a été dessiné d'ailleurs par un explorateur anglais. Donc ce lancier vous permet de voir un peu la cuirasse matelassée qui protégeait aussi bien le chevalier que l'animal lui-même. La hache aussi était une arme très utilisée pour les combats rapprochés. Elle pouvait être décorée et servir lors de cérémonies rituelles. Effectivement, parce qu'on constate une chose. On constate que cette chevalerie africaine servait donc à la guerre, effectivement, quand il fallait défendre l'Empire, mais elle était aussi présente lorsqu'il y avait de grandes cérémonies religieuses, des fêtes nationales, quand c'était l'intronisation aussi du nouveau roi, et puis quand il fallait partir à la chasse, notamment les fantassins avec les lances courtes et les lances longues. Donc il y avait cette triple utilisation, voire quadruple utilisation donc de la chevalerie africaine, donc de la période impériale. Voyez, donc on va retrouver des chevaliers chez les Ashanti, au niveau du Songhai, au niveau de l'empire du Mali, au niveau de Ouagadougou. On pense notamment au niveau du Mali à cette fameuse bataille qui a opposé Soundiata Keïta à Soumaoro Kanté. Ben, cette bataille dans la plaine de Kirina, c'était une bataille chevaleresque, mais il faut prendre le temps d'écouter les chants des griots qui vantent toute cette histoire épique africaine et qui valorisent la grande chevalerie africaine. C'est important parce que nos jeunes doivent pouvoir donner vie à travers leur imagination, à travers leur dessin, à toute cette chevalerie africaine qui leur permettra tout simplement, donc à travers des expositions un petit peu comme celle que voulaient faire les jeunes donc il y a 2-3 ans, mais de présenter cette histoire épique, cette histoire médiévale africaine qui n'a rien à envier à l'histoire européenne. Alors je terminerai en disant que les chevaliers africains ont été aussi présents dans l'Hexagone, ils ont été aussi présents en Europe, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec la conquête arabe, et oui, il y avait des chevaliers morts, la chanson de Roland, qui est une fameuse chanson épique de la tradition chevaleresque en Europe, notamment la tradition chevaleresque française, ben, il faut savoir que les adversaires du chevalier Roland, c'était le roi Massile avec la chevalerie mort. Voilà pourquoi sur les armoiries, voilà pourquoi aussi sur les cathédrales, dans les vitraux, on retrouve cette scène où les adversaires de Roland sont noirs. Le chevalier Massile, effectivement, est noir. Vous voyez, donc chevalerie africaine en Afrique, et chevalerie africaine en Europe, en France et voire même en Angleterre. Alors je vous inviterai à vous intéresser par exemple aux armoiries des familles Morel, Moreau, et vous verrez que les chevaliers qui sont représentés sur leurs armoiries anciennes sont effectivement des chevaliers noirs africains, donc ces fameux morts dont j'ai eu l'occasion de vous parler.
Voilà, donc j'espère que cette histoire vous a passionné, vous a permis de découvrir cette nouvelle facette de l'histoire africaine, vous donnera aussi envie de valoriser le passé africain. En tout cas, moi, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. À très bientôt.